On l'a rappelé tout à l'heure, voilà presque 25 ans, c'est-à-dire une génération, que les accords d'Oslo ont été signés. Ils étaient fondés sur l'application de deux principes. Israël reconnaissait l'OLP comme représentant du peuple palestinien et les Palestiniens reconnaissaient le droit d'Israël à vivre en paix et dans la sécurité. Cette déclaration de principe avait pour but de préparer les négociations qui allaient suivre et qui auraient dû porter, je dis qui auraient dû parce que la suite n'a pas été conforme aux souhaits, qui auraient dû porter sur tous les points importants, c'est-à-dire Jérusalem, les réfugiés, les colonies, les arrangements de sécurité, les frontières, les relations avec les autres États voisins. Comme vous le savez, rien de tout cela n'est arrivé. Nous sommes 24 ans plus tard et nous assistons aujourd'hui à une situation dans laquelle même les négociations qui étaient en train de se dérouler entre les Israéliens et les Palestiniens par le biais des Américains se sont interrompues et sont interrompues depuis 3 ans. Nous sommes dans une agonie du dialogue. Nous sommes dans une situation qui passe pour un certain nombre de gens pour une sorte de volonté israélienne de maintenir le statu quo. C'est une formule très très malheureuse, cette question du statu quo, parce qu'il ne s'agit absolument pas du statu quo. Depuis 1993, ne serait-ce que pour s'en tenir à ces chiffres-là, je serai bref parce que nous sommes en retard, depuis 1993, il y avait en 1993 208 000 colons en Cisjordanie et à Jérusalem. Aujourd'hui, il y en a 670 000 ou peut-être un petit peu plus. Ce n'est pas seulement que le nombre s'est augmenté, c'est que l'augmentation de ce nombre a rendu pratiquement impossible la possibilité de créer un État palestinien. Elle a rendu pratiquement impossible la possibilité d'envisager une suite qui soit fondée sur la coexistence de deux États. À la suite de quoi il y a eu également la création, du mur. Le mur s'est traduit par l'annexion de fait par Israël d'une partie des plus grands blocs de colonies palestiniens et du plus grand nombre de colons de la majorité des colonies qui étaient dans ces blocs de colonies. Aujourd'hui, les principes en principe sont toujours acceptés par les deux, c'est-à-dire par les Israéliens et les Palestiniens, mais on ne sait pas sur quoi pourrait reposer une négociation qui continue. Les données à partir desquelles on pourrait parler sont élémentaires et il faudrait les préciser très amplement. On ne sait pas non plus sur quoi sont fondées les volontés, les désirs ou les souhaits des populations et des États, des Israéliens et des Palestiniens, de leurs représentants politiques et des peuples. Et c'est peut-être pour essayer de répondre à ces questions, que veulent les peuples et que veulent leurs représentants, que nous avons fait cette réunion maintenant. C'est en tout cas à ce quoi nous allons essayer de répondre dans ce panel. Je vais vous présenter les participants par ordre alphabétique. J'ai à côté de moi Hala Abou Assira, elle est première conseillère de la mission de Palestine en France. Elle a été en poste à l'ambassade de Palestine au Gabon avant de prendre ses fonctions à Paris. Elle est diplômée de l'ENA et elle est aussi, je dois le préciser, originaire de Gaza où vit encore sa famille. À côté de Hala, vous avez Ayman Odeh, il est député à la Knesset, c'est-à-dire au Parlement israélien. Il est donc israélien, mais comme dirait notre président, en même temps, il est aussi palestinien, parce qu'il appartient à la minorité démographique qui représente à peu près 20% de la population israélienne, qui sont les Arabes, ce qu'on appelle les Arabes israéliens. Ce sont les Palestiniens qui sont restés dans leur foyer au moment de la création de l'État d'Israël. Il est avocat, membre du barreau israélien, et il est depuis 2006 secrétaire général du parti communiste Hadash et le président de la liste unifiée qui a obtenu un résultat remarquable lors des dernières élections législatives israéliennes puisqu'elle est désormais la 3e force politique du Parlement israélien. À côté de Ayman Odeh, vous avez Elias Sambar. Il est ambassadeur depuis 2006 de la Palestine auprès de l'UNESCO. Elias est écrivain, il est historien, il est traducteur de Mahmoud Darwish. Il a enseigné à Paris 7, au Liban et aux États-Unis, à l'université de Princeton. Il est membre du Conseil national palestinien. Il a été membre de la délégation palestinienne aux négociations de paix de Madrid, puis à Washington, où il a eu en particulier en charge la question des réfugiés, le dossier des réfugiés. Il a publié une douzaine de livres, dont les derniers sont Le rescapé et l'exilé, avec Stéphane Hessel, et La Palestine expliquée à tout le monde, en 2013, en plus de nombreuses traductions des œuvres de Mahmoud Darwish. J'ai à côté de moi ici Daniel Sheikh. Daniel Sheikh est diplomate, il a été diplomate pendant 27 ans, il est israélien. Il a été ambassadeur d'Israël en France de 2006 à 2010, si c'est bien juste.
sous les premiers ministres Ehud Olmert et Benjamin Netanyahou. Il avait été auparavant membre de la mission israélienne à l'ONU à New York, puis consul général à San Francisco. Il a aussi dirigé le département Europe au ministère des Affaires étrangères. Il est aujourd'hui traducteur, conférencier et enseignant. Une brève incursion en politique en 2013 dans la foulée de Tzipi Livni au sein du parti Hatnoua, le mouvement. Le mouvement, c'est la signification de Hatnoua en français, ne l'a pas incité à continuer à faire de la politique active. Exact. À côté de Daniel Sheikh, vous avez Zev Sternel, qui est historien, qui a enseigné les sciences politiques à l'Université hébraïque de Jérusalem. Il est spécialiste de l'histoire du fascisme et du nationalisme et de la montée du nationalisme en France. Il a été l'un des fondateurs du mouvement La Paix Maintenant en Israël. Ses positions en faveur d'une paix négociée et de l'existence de deux États pour des peuples, ses critiques de la politique de la droite israélienne et de la colonisation lui ont valu beaucoup de critiques et lui ont valu aussi d'être victime d'un attentat chez lui, à Jérusalem, dont il s'est sorti, Dieu merci, sans grand dommage, mais c'était quand même un attentat. Ça s'est passé en 2008. L'attentat a été attribué à l'extrême droite israélienne. Il est notamment l'auteur de Aux origines d'Israël, paru en 1996 chez Fayard et en 2004 chez Gallimard. Voilà. Grâce à eux, nous allons essayer de comprendre un peu mieux ce que veulent et peut-être ce que peuvent, ce que désirent les deux peuples et leurs dirigeants, en commençant avec le point de vue d'Elias Sambar. Merci René, bonjour, merci de m'avoir invité. Je ne répondrai pas directement à la question, car la question, ce que veulent les acteurs, en tout cas concernant ce que veut le peuple de Palestine ou ses représentants, vous en avez la réponse, vous l'entendez depuis maintenant 26 ans. Et donc on a eu le temps de le savoir. La réponse est donnée depuis 1991, depuis le départ à Madrid, avec une négociation interminable, un quart de siècle, et les résultats, vous en avez eu. Vous en avez eu un aperçu tout à l'heure par les intervenants qui m'ont précédé. Par contre, je crois qu'il est fondamental aujourd'hui, et notamment dans cette situation d'impasse et cette situation extrêmement inquiétante, de se poser la question non pas seulement de ce qu'ils veulent, on le sait, mais de ce qu'il est possible d'accomplir. Car il est fondamental de pouvoir traverser ce tunnel aujourd'hui et de ne pas s'effondrer avec l'impasse qui bouge en fait de toutes parts. Je dis qu'elle bouge parce que l'environnement est complètement explosé. J'entends l'environnement régional. Vous avez dans tous les pays qui entourent la Palestine, soit des formes de guerre civile, soit des formes de dictature terrifiantes. En tout cas, nous sommes en train d'assister également à de la disparition de certains d'entre eux. Nous assistons à une disparition de pays. Nous assistons également à un effritement jamais vu de ce qu'on appelait un peu le front arabe. Certains qui m'ont précédé ont dit à quel point en ce moment peut-être que les Arabes ne s'occupaient plus autant. Il faut déjà être très juste et commencer toujours par la distinction. Les Arabes n'incluent pas les peuples arabes et ça serait vraiment injuste aujourd'hui de leur coller un peu l'infamie de certains de leurs États. Par contre, je peux vous assurer, et du point de vue du travail que je fais et dans le lieu où je suis, qui est donc la sphère multilatérale, je peux vous assurer que nous n'avons pas fait de découverte. Nous savions déjà beaucoup de choses sur les sentiments réels de certains, mais ce qui est absolument nouveau, c'est que, comme jamais auparavant, certains pays arabes commencent à dire le fond de leur cœur, à savoir que nous les embêtons beaucoup avec nos histoires et qu'il est temps de s'en détacher pour pouvoir vaquer à d'autres affaires infiniment plus importantes et en tout cas plus sérieuses pour eux. Ces arguments sont tout à fait aidés par la situation. La situation est telle qu'aujourd'hui, n'importe quel pays arabe peut de façon très légitime dire, vu l'enfer qui se déroule sur mon territoire, vous pouvez bien comprendre que je puisse donner la préséance, la prééminence à ce qui se passe chez moi qu'à ce qui se passe chez vous. Donc la situation est très volatile et elle est dans l'impasse et pas simplement au niveau des pourparlers de paix ou de l'avancement de l'idée de l'État palestinien souverain et indépendant. Il y a également une idée très dangereuse qui est pleine de bonnes intentions
Je ne pense pas que ce soit un désir et qui ne soit pas louable. Aujourd'hui, chez beaucoup de partisans de la cause palestinienne, on entend dire qu'Israël, c'est vrai, est en train de ravager la terre, de prendre tout le territoire, mais Israël, finalement, est en train, sans s'en rendre compte ou sans pouvoir se maîtriser, est en train de fonder l'État binational. C'est une idée extrêmement dangereuse. Amira Haas, que je n'ai pas vue avant qu'elle n'intervienne, va tout à fait dans ce même sens, et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'elle a dit. La situation est infiniment plus grave, et vous pouvez être sûr que ceux qui sont en train de voler les terres et d'annexer les terres ne rêvent la nuit que d'une nouvelle Nakba à la façon de 48. Jusqu'à présent, nous pensions que ça n'était pas possible. J'étais un de ceux qui pensaient qu'on ne peut pas refaire cette même histoire. Eh bien, ce qui m'a fait un peu changer d'avis et qui me trouble beaucoup, parce qu'on se dit, les Palestiniens résisteront, c'est vrai, ils ont déjà résisté en 48 d'ailleurs, mais là le rapport de force jouera, et donc il y aura probablement des massacres et des bains de sang, mais nous nous disions, ce qui s'y est passé sur le plan international en 48 ne peut pas se renouveler aujourd'hui parce que quand même l'opinion est maintenant absolument consciente des résultats de tels déplacements forcés de population. Eh bien, il suffit de regarder un pays frontalier de la Palestine, un pays frère qui est la Syrie, qui aujourd'hui, avec 500 000 morts et 17 millions de personnes déplacées, soit à l'intérieur de leur pays, soit déplacées vers les camps de réfugiés au Liban, en Jordanie ou en Turquie, et nous n'avons eu strictement aucune réaction. Donc, ne nous faisons pas d'illusions. L'expulsion en Palestine pourrait se passer dans le même silence assourdissant. Donc la conjoncture n'est plus du tout la même, et il est clair que le déplacement des populations s'est banalisé, et que ceux qui déplacent de force les populations peuvent agir en toute impunité sans qu'il y ait une réaction réelle de ce qu'on appelle la communauté internationale. Donc nous sommes dans cette conjoncture. Je voudrais passer maintenant à l'idée des deux États. Moi je fais partie de la génération qui avait 20 ans à la fin des années 60 et qui avait totalement adhéré, et ça continue à être mon adhésion absolue à l'idée de l'État démocratique, c'est-à-dire un État de citoyens sans distinction de leur religion, de leur communauté, un statut de citoyen avec des obligations et des devoirs. Je pense aujourd'hui qu'elle n'est pas immédiatement applicable, même si je continue à penser que ce serait la solution idéale. C'est en fonction de ce principe que j'ai pensé, et que je pense toujours, que l'adoption de la formule des deux États, c'est-à-dire la possibilité de créer une situation de voisinage qui puisse permettre précisément, dans un deuxième temps, l'avènement d'une réconciliation, pas seulement de la paix. Et je vous rappelle, j'ai pendant des années été dans ces négociations. Les négociations, en ce moment même, quand elles réussissent, elles n'ont pas réussi pour les Palestiniens, ne donnent naissance qu'à des paix froides. Il y a eu des guerres froides, il y a des paix froides. Et ça ne résout rien. Je ferme la parenthèse. En tout cas, je pense que la seule chose qui était jouable pour pouvoir refaire bouger les choses était cette formule des deux États, qui n'est pas une réconciliation, qui est une situation de non-belligérance. Aujourd'hui, même cette formule est devenue pratiquement impossible. Il faut faire très attention à deux choses. La première, c'est qu'elle est devenue l'alibi de tous ceux qui sont en train de détruire le processus de paix. Aujourd'hui, regardez bien dans les déclarations, tous ceux qui sont en train d'agir pour la destruction d'une possibilité d'émergence d'un État palestinien libre et indépendant vous diront qu'ils sont pour les deux États. Ce n'est pas parce que l'idée était perverse, mais toutes les idées peuvent être perverties dans le jeu politique. Aujourd'hui, l'idée est totalement pervertie. Elle sert d'alibi. J'ai eu des problèmes avec beaucoup de monde au niveau officiel. Quand j'écrivais pour leur dire à quel point leur position était critiquable et inacceptable, j'avais pour réponse, mais vous savez, n'oubliez pas, je suis pour les deux États. C'est devenu Trump est pour les deux États. Netanyahou, quand on l'oblige à parler, dit oui, je suis pour les deux États. Et cela ne change plus rien. La formule a été complètement pervertie et dévoyée. Mais il y a plus grave.
Parce qu'on peut s'arranger avec des déclarations de mauvaise foi ou des déclarations opportunistes politiquement. On peut voir comment naviguer entre ça. Il y a plus grave, beaucoup de personnes qui parlent de la formule des deux États et d'une paix possible ne veulent jamais dérouler une carte et regarder la réalité du terrain. Si vous regardez n'importe quelle carte aujourd'hui, l'enchevêtrement est tel qu'on ne voit pas du tout comment cette formule des deux États, et notamment la question du tracé des frontières, peut être établie. Bien sûr, on vous répondra par le principe, mais vous savez, il y aura des échanges de territoires. Mais si vous regardez la carte, je défie quiconque de m'expliquer comment on va pouvoir, dans cet enchevêtrement, faire les échanges de territoires. Ça n'est pas possible. C'est devenu d'une complication sur le terrain inouïe. Et c'est là qu'on voit que ce que nous en avons cessé de répéter, qui était que le temps joué contre la paix et pas pour la paix, était vrai. Plus le temps est passé, plus cette paix est devenue difficile, non plus sur le plan des principes, ni des déclarations d'intention, mais plus difficile sur le plan de la rendre praticable, de la rendre réelle. Donc nous sommes face à une situation où on va continuer à nous parler de la possibilité de négocier et ainsi de suite, et en même temps où ceux qui préparent leur nouvelle Nakba continueront à œuvrer pour la Nakba. Pour vous donner un exemple de l'enchevêtrement, quand vous pensez aux colonies, vous pensez aux bâtiments, parce qu'on les voit, mais je défie quiconque de me donner la surface réelle des colonies, c'est-à-dire les terrains non bâtis. Vous avez 3 lieux en Israël où il est impossible d'accéder. Bien sûr, les centres nucléaires, l'administration des biens des absents, où on a toute l'archive du vol et du pillage d'un pays entier, en 1948, et les services, pas des hypothèques, les services des propriétés terriennes. Essayez aujourd'hui d'aller dans les services du cadastre et de dire « je voudrais savoir à qui est cette parcelle ». Le nombre de fois où des propriétaires palestiniens vont sur leurs terres qui n'étaient pas bâties, et où il n'y a rien, la colonie n'est pas là, et où, en arrivant sur les lieux, ils découvrent que ce terrain, en fait, a déjà été annexé à la colonie, mais qu'on ne leur a pas dit. Donc, si vous regardez bien, la question n'est pas uniquement la question des bâtiments des colonies, ni le fait que certains se rassurent en disant aujourd'hui beaucoup d'unités de logement ne sont bâties qu'à l'intérieur des colonies déjà existantes. Vous avez des colonies à l'est de Jérusalem dont le territoire, dont le terrain acquis s'arrête sur le Jourdain, c'est-à-dire toute la bande de la Cisjordanie. Donc nous ne savons pas quelle est la surface des colonies, nous savons quelle est la surface de leurs bâtiments. C'est juste un exemple pour vous dire la complication. Donc nous sommes dans cet cas de figure. Voilà où nous sommes aujourd'hui. Alors que peut-on faire dans une situation comme celle-ci? Il n'y a pas beaucoup de possibilités, il faut le dire, et peut-être que notre réunion aujourd'hui, mais je suis très très content de ce que j'ai déjà entendu, parce qu'elle est lucide, et on ne peut pas se battre si on ne sait pas exactement ce qui se passe. Aujourd'hui, nous pouvons avoir, chacun dans son domaine, un certain nombre de pistes de travail, et je ne peux parler que des miennes. Ce n'est pas pour les donner en exemple, ni pour les ériger en modèle, mais je peux parler concrètement des miennes, et peut-être que ça donnera des idées à d'autres de voir un peu ce qu'ils peuvent faire dans leur registre, hein, dans leur territoire de travail, dans leur domaine de lutte. Tout d'abord, je crois qu'il faut à tout prix, dans des périodes aussi difficiles, essayer au maximum de créer des réalités irréversibles. C'est des réalités qui, quelle que soit la détérioration de la situation, continueront à être des atouts dans votre main. Au niveau du travail que j'ai fait, je pense par exemple que l'entrée de la Palestine à l'UNESCO est un fait irréversible. La situation peut rester bloquée et là je voudrais vous dire 2 détails pour que vous compreniez pourquoi c'est irréversible. Pendant toute la bataille qui a été très très violente, où nous faisions la campagne pour accéder à l'UNESCO, tous les opposants à notre entrée, États-Unis en tête et malheureusement à l'époque
la responsable de la politique étrangère de l'Europe, nous ont fait une proposition totalement illégale d'ailleurs, qui est, si tu acceptes d'entrer en tant qu'autorité nationale et pas en tant que pays palestinien, tous on vote pour toi. J'avais beau dire, mais vous savez, l'UNESCO ne comprend que des pays membres, ne t'en fais pas, on votera pour toi et même tu pourras signer les conventions internationales et tu pourras même inscrire des sites au patrimoine. On avait bien compris, et ils avaient bien compris quel était l'enjeu. L'enjeu était de passer du pluriel des territoires, que malheureusement nous continuons tous à utiliser, au singulier. Quand vous dites les territoires palestiniens, les territoires sont habités par des populations. Quand vous dites le territoire de la Palestine, c'est un peuple. Et donc la question de l'autodétermination n'est pas approuvée, elle est donnée. Et nous sommes entrés en tant que pays membre. 6 mois après notre entrée, la direction de l'UNESCO continue à correspondre avec moi en tant que représentant de l'autorité nationale. Et pendant 6 mois, j'ai renvoyé tous les courriers en disant « c'est pas la bonne adresse ». Il faut à tout prix casser l'idée des territoires. C'est un territoire avec un peuple. Donc là, il y a un fait irréversible. Pourquoi il n'y a rien d'irréversible sur Terre? Mais mener les procédures pour sortir la Palestine de l'UNESCO et qui voudrait ouvrir la porte à des dizaines de procédures d'exclusion d'autres pays, parce que beaucoup de pays rêvent d'en exclure certains. Et c'est un précédent qui ferait disparaître l'agence elle-même. C'est ce qui fait que je ne pense pas que qu'un pays osera poser la question de retirer la Palestine en tant que pays membre. Je vous donne 2 autres exemples. La question du patrimoine mondial. C'est assez important aujourd'hui. C'est d'ailleurs un peu le secteur qui est le plus couru, entre guillemets, par les pays, parce que ça donne une espèce de prestige à tous les pays qui arrivent à inscrire des sites sur la liste du patrimoine mondial. Il y a bien sûr la valeur historique, il y a la valeur culturelle, il y a la preuve que ce pays n'est pas juste n'importe quoi, qu'il a des pesanteurs, que c'est une longue civilisation. Tout cela est vrai. Mais il y a un détail dans la procédure qui est fondamental dans les faits irréversibles. Pour avoir le droit de porter une candidature, vous devez être reconnu comme étant souverain du lieu que vous inscrivez. Donc, en inscrivant Bethléem, il y a tout ce que je vous ai dit sur la culture. Mais il y a un axe qui dit la Palestine est souveraine à Bethléem. Ça a été la même chose pour un tout petit village qui est Batir, qu'on a inscrit. Et là, le résultat était encore plus important. Batir, quand nous avons lancé l'inscription, on a quand même des sites historiquement et architecturalement plus important que Batir. Mais Batir était une urgence. Et d'ailleurs, nous avons inscrit sur la liste du patrimoine en péril. Pourquoi? Batir était sur le point d'être avalé par le mur. Le fait de l'avoir inscrit a changé le tracé du mur. Nous avons sauvé un lieu. Et en même temps, nous avons dit, nous sommes souverains dans ce lieu. La dernière bataille, le dernier exemple a été celui d'Hébron. Et je ne peux pas vous donner les détails de la violence qu'il y a eu lors de cette inscription, mais nous avons réussi à l'inscrire sur la base de 2 choses très simples. Jamais nous n'inscrirons une religion sur une liste. Nous inscrivons des lieux, et il se fait que ce lieu est sur le territoire national palestinien. Et d'ailleurs, cette mosquée n'est pas elle qui est inscrite, c'est toute la vieille ville dans laquelle se trouve cette mosquée. Et bien entendu, aucun rituel, aucun accès pour la prière n'a été modifié, d'ailleurs. Rien n'a été touché. Donc, voilà 3 cas. Pour vous donner des exemples, voilà ce qu'il faut, je pense, partout. Mais ça, il faut inventer dans tous les lieux. Qu'est-ce qui peut être des jalons un peu irréversibles, un peu difficiles à annuler, parce que nous sommes dans une période où nous allons devoir subir, je crois, des attaques de très large envergure, politiques et autres. Maintenant, il y a un thème qu'il faudrait qu'on chante avec beaucoup de variations, mais c'est le même. Et je pense qu'il est irréversible, qui est la question de la reconnaissance.
il est fondamental que toutes les batailles aujourd'hui, fondamentalement, principalement, soient celles de la reconnaissance. Et pas simplement sur l'argumentation suivante que nous entendons, qui est juste, mais elle n'est pas suffisante. L'argumentation actuelle, c'est il faut reconnaître la Palestine parce que c'est plus juste, parce que c'est vrai, c'est plus équitable, tout ça est vrai. L'argument qu'il faut développer, je crois, après vous en ferez ce que vous voudrez, c'est le suivant. Puisque vous dites, on parle à des États là, hein, puisque vous dites que vous êtes pour la paix, nous allons vous donner le moyen de faciliter les choses pour que cette paix puisse être faite. Aujourd'hui, elle est impossible. Pas simplement parce qu'il y a un gouvernement d'extrême droite en Israël, pas seulement parce qu'il y a une fascisation, pas. Elle est impossible parce qu'elle est, en principe, tenue de se dérouler entre un acteur reconnu, et un acteur qui ne l'est pas. Ce déséquilibre fait que l'acteur reconnu passera son temps à bloquer celui qui n'est pas connu, qui est handicapé au départ par cette non-reconnaissance. Je crois qu'il faut mener la bataille de la reconnaissance sur le thème « Reconnaissez l'État palestinien » pour pouvoir débloquer précisément la négociation. C'est le seul moyen d'arriver à une négociation qui soit réelle, parce qu'elle se déroulera entre deux acteurs, deux parties, sur plan d'égalité, ne serait-ce qu'au niveau juridique. Je ne parle pas du plan d'égalité militaire ou autre. Il ne s'agit pas de ça, d'ailleurs. Mais on ne peut pas obtenir une chose entre un pays reconnu et un pays qui n'est pas reconnu. Celui qui est reconnu va abuser de ce statut jusqu'à la fin des temps. Et c'est ce qui se passe. Quant à la dernière chose que nous avons entendue du président actuel, et en principe je ne dois pas commenter puisque je suis tenu par ma fonction à une obligation de réserve. Quand vous entendez l'argument, nous ne voulons pas faire de pas vers la Palestine, parce qu'au moins nous, en ne faisant pas un pas vers la Palestine, Israël, nous pouvons lui parler. N'est-ce pas? Personne ne veut comprendre que le problème d'Israël, ce n'est pas qu'on ne lui parle pas, mais que le problème d'Israël, c'est qu'il n'écoute pas. Personne ne parle à Israël autant que nous. Il ne s'agit pas de parler à Israël. Il s'agit d'être dans un rapport de force qui fasse qu'Israël écoute. Et ça n'est pas précisément en ne faisant rien. Et je reviens là à l'argument qu'a développé notre ami de Bethléem. Ça n'est pas, et notre ami d'Al-Haq, ça n'est pas en ne faisant rien que vous encouragez quelqu'un qui jouit 24 heures sur 24 de l'impunité de faire quelque chose. Voilà ce que je voulais dire très très rapidement. J'espère que je n'ai pas trop dépassé mon temps. Et sinon, si après il y a des questions, je répondrai. Merci. Merci Elias. Je passe maintenant la parole à Ayman Odeh, qui est député à la Knesset, député palestinien d'Israël. Comme il n'y a pas de traducteur, je vais essayer de faire l'interprète simultané. شكرا جزيلا على الدعوة الهامة. Merci beaucoup pour cette invitation importante. مع كل الانزياح نحو اليمين في أوروبا لكن هذه الوجوه تعطينا ثقة Malgré toutes وأمل. les tendances en faveur de la droite en Europe, cette invitation nous encourage quand même. سأقول لكم شيئا عن إلياس صنبل. Je voudrais vous dire deux choses sur un tel, que un tel ne traduira pas d'ailleurs. هو ابن مدينة حيفا. Il vient de la même, nous venons de la même ville qui est Haïfa. وهو هجر من حيفا وكان عمره سنة واحدة. Et il a été chassé de Haïfa à l'âge d'un an. أنا ولدت بعد النكبة ب27 سنة. Je suis né 27 ans après la Nakba. ولكن نحن كل في موقعنا سنعمل كل شيء من أجل إعادة السلام لأرض السلام. Mais malgré nos expériences, nos vécus différents, nous ferons tout ce que nous pouvons, comme nous le faisons, pour l'avènement d'une paix dans la terre de la paix. هنالك اتجاهان، اتجاه يريد تعميق الاحتلال بالضفة الغربية
وتعميق التمييز والعنصرية داخل إسرائيل. Il y a deux tendances aujourd'hui en Israël. La première qui veut encore plus étendre et enraciner l'occupation en Cisjordanie, et l'autre qui pense simultanément développer encore plus le racisme et la ségrégation à l'intérieur d'Israël. وهنالك اتجاه آخر يريد إنهاء الاحتلال بال67 وأن تكون إسرائيل دولة ديمقراطية حقا. Et il y a un autre courant qui veut mettre fin à l'occupation de 67 et faire qu'Israël soit un État démocratique. بنيامين نتنياهو يمثل الاتجاه الأول الذي يريد أن يعمق الاحتلال والعنصرية داخل إسرائيل، ونحن نمثل الاتجاه الثاني الذي يريد سلام ويريد démocratie حقا داخل إسرائيل. Nous sommes là en face d'une situation dans laquelle Benjamin Netanyahou est le vrai représentant du premier courant dont j'ai parlé, le courant de l'occupation et de la ségrégation, et nous faisons partie du deuxième qui est le courant qui veut l'avènement d'une véritable démocratie en Israël. أريد أن أضع الأمر الأساسي الذي أؤمن به بأن الحل الممكن هو إقامة دولة فلسطينية إلى جانب دولة إسرائيل، ولا يوجد أي حل آخر بالأفق القريب. Je voudrais là préciser une chose et mettre les choses au clair. La seule solution possible aujourd'hui est celle de l'émergence d'un État palestinien aux côtés d'Israël, et il n'y a pas aujourd'hui d'autres solutions envisageables pratiquement. الشعب الفلسطيني ليس للتجارب. بعد 30,000 شهيد فلسطيني، بعد أن وصل بالمفاوضات أبو مازن مع أولمرت حول الأحياء العربية بالقدس الشرقية، بعد أن وافقت كل دول العالم، بعد قرار الأمم مجلس الأمن 2334، بعد قرارات اليونسكو، بعد إجماع كل العالم، بعد اقتناع نصف المجتمع الإسرائيلي بفكرة الدولتين، يجب عدم القفز فوق هذا الحل الممكن. Aujourd'hui, après les longues négociations dans lesquelles Mahmoud Abbas a réussi avec Olmert à définir un peu le statut de la partie palestinienne, donc Jérusalem-Est de Jérusalem, après les milliers de victimes palestiniennes tombées, après les négociations pour la paix, après le fait que l'idée de la paix est tellement avancée sur le plan international, après l'adhésion d'un si grand nombre de puissances à cette idée de paix, il est fondamental aujourd'hui, malgré les difficultés actuelles, de ne pas céder sur ce principe. النضال بالأساس هو بالوطن، والعالم يحترم من يقاوم داخل الوطن. Résister, c'est résister sur le sol de sa terre natale. Et le monde respecte ceux qui résistent sur le sol de leur terre natale. والتعاطف الدولي مع الشعب الفلسطيني تزايد باضطراد مع نضال الشعب الفلسطيني. Et la sympathie mondiale, internationale avec le peuple palestinien est allée grandissante précisément avec le développement de la résistance des Palestiniens chez eux. أي كل تضامن دولي دون نضال على الأرض يبقى قاصرا عن تحقيق إنهاء الاحتلال. Quelle que soit l'importance de la solidarité internationale, si elle ne vient pas en appui d'une résistance réelle, concrète sur le sol, tout cet appui restera un peu en deçà de ce qu'il faut faire par rapport à l'occupant. والعاملان الأساسيان لإنهاء الاحتلال أولا نضال الشعب الفلسطيني، ثانيا الرأي العام داخل دولة إسرائيل. Et donc, il y a deux fronts qui sont très importants dans ce combat. Le premier, c'est bien sûr la lutte du peuple palestinien lui-même. Le deuxième, c'est le front de l'opinion des citoyens israéliens eux-mêmes. هذان العاملان متأثران ببعضهما البعض. مثلا الانتفاضة الأولى كانت أكبر اختراق للرأي العام داخل إسرائيل. Et ces deux facteurs sont en interaction constante. Par exemple, la première intifada a été une véritable percée au sein de l'opinion israélienne. أنا مخلص جدا لموقعي داخل إسرائيل. Moi, je suis absolument sincère quant à ma position au sein d'Israël. فأنا عربي فلسطيني وأيضا مواطن في دولة إسرائيل. Je suis arabe, palestinien et un citoyen de l'État d'Israël.
كوني جزء من الشعب العربي الفلسطيني وكوني جزء من المواطنين في إسرائيل يجعلني صاحب مصلحة كبيرة بإنهاء هذا الصراع. Et étant tout à la fois un citoyen arabe palestinien et également un citoyen de l'État d'Israël, fait que j'ai un intérêt vital à ce que ce conflit trouve une solution. نحن العرب الفلسطينيون المواطنون داخل دولة إسرائيل نشكل 20% من المواطنين. Aujourd'hui, nous, les Arabes palestiniens, citoyens d'État d'Israël, nous formons 20% de la population de l'État. نحن لا نريد أن نعزل هذا الوزن الكبير عن التأثير بالعمل السياسي داخل إسرائيل. Et nous ne voulons pas couper ce groupe, ce bloc, qui est très important, non seulement en nombre, nous ne voulons pas le couper de la possibilité d'influer sur la vie politique israélienne. يبدو أن من يفهم قوتنا ليس أقل مني هو رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. Il est très très clair d'ailleurs que celui qui a le mieux saisi notre poids, c'est bien le Premier ministre israélien Netanyahou. نتنياهو كان زعيما للمعارضة عندما كان رابين رئيسا للحكومة. Il a été le dirigeant de l'opposition à l'époque où Rabin était le Premier ministre. لرابين كان 56 عضو من أصل 120 بالكنيسة. Rabin avait 56 membres de la Knesset qui a été derrière lui, des 120 membres du Parlement israélien. نحن كنا 5 أعضاء، نحن جعلناها أكثرية. كنا 5 أعضاء جعلنا رابين أكثرية بالحكومة بالكنيسة. Ah oui, nous étions 5 seulement à l'époque à la Knesset et notre présence a fait que même Rabin a été plus positif dans sa politique. في حينه كان نتنياهو يقول هذه حكومة غير شرعية لأنها لا تعتمد على أغلبية يهودية. D'ailleurs, à la même époque, Netanyahou claironnait en permanence que ce gouvernement de Rabin n'est pas légitime car il profite d'une majorité qui n'est pas entièrement juive. في العام 99 نتنياهو حصل على 44%، باراك على 56%، نحن بوزننا ال 20% أسقطنا نتنياهو. En 99, Netanyahou a eu 44% de voix, Barak 56%, et c'est nous, en fait, qui avons fait pencher la balance et fait tomber Netanyahou. نتنياهو فهم المعادلة جيدا، في حالة كنا شرعيين في العمل السياسي فمن الصعوبة بمكان أن يبقى رئيسا للحكومة هو واليمين. Et Netanyahou a bien compris l'équation. Tant que nous avions du poids en politique, il aurait des problèmes pour avoir une situation de plein pouvoir. أي إذا كنا شرعيين بالعمل السياسي عليه أن يقنع أكثر من 65% من اليهود. إذا كنا غير شرعيين بالعمل السياسي يستطيع أن يكتفي ب 51% من اليهود. Parce que si nous sommes dans un combat légal, Netanyahou devrait convaincre à ce moment plus de 65% de l'électorat juif, strictement juif, de ses thèses. Si nous sommes dans un combat non légal, dans l'illégalité ou dans le boycott, à ce moment, il aurait besoin d'un pourcentage infiniment moins important pour asseoir son pouvoir, qui tournerait autour de 50%. لهذا رفع نسبة الحسم كي لا نستطيع اجتياز نسبة الحسم والوصول إلى البرلمان. الحسم إيش هو؟ ثريشولد. ثريشولد. يعني ايش فسر لي؟ السقف اللي. Ah oui, c'est pour ça qu'il a monté le plafond de l'accès à la Knesset pour précisément nous empêcher d'accéder. فأقمنا قائمة مشتركة وحدنا كل الأحزاب مع بعض. Et c'est comme cela que nous avons fait une liste unifiée qui a regroupé tous les partis palestiniens des citoyens d'Israël. فبيوم الانتخابات صباحا حذر المواطنين اليهود بأننا نذهب بكميات بالحافلات إلى صناديق الاقتراع. C'est ce jour-là, peut-être certains d'entre vous, parmi vous, s'en souviennent qu'il a essayé de lancer une sorte de panique à l'égard des citoyens juifs israéliens en disant que les Arabes, en fait, c'était ça, des ferles vers les centres de vote. عندما تحدث حرائق في بلادنا بالساعة الأولى يتهم المواطنين العرب. Chez nous, dès qu'il y a même des catastrophes naturelles, la première accusation de Netanyahou, c'est vis-à-vis des citoyens palestiniens. في خطابات شعبية بالشوارع يقول بأننا نحن أعضاء البرلمان نحمل أعلام داعش.
Dans des discours publics, d'ailleurs, il n'a aucun problème à affirmer que les Palestiniens parlementaires à la Knesset viennent à la Knesset avec les drapeaux de l'État islamique. هذه ليس فقط عنصرية، هذه سياسة ممنهجة من أجل جعلنا غير شرعيين بالعمل السياسي. Et ça n'est pas simplement du racisme, c'est une politique tout à fait concertée pour nous rendre illégitimes et ne pas nous permettre d'être actifs dans la vie politique. ولكن المشكلة ليس فقط نتنياهو. Mais le problème n'est pas Netanyahou seul. من يجب أن يكون بديل وهو حزب العمل يتلعثم بمواقفه السياسية. Le problème, c'est que l'alternance, qui normalement serait le parti travailliste, est complètement embourbée aujourd'hui dans ses contradictions. حزب العمل منذ العام 77 حتى اليوم لم يفز برئاسة الحكومة إلا مرتين، رابين وبراك. Le parti travailliste, depuis 1977, n'a eu accès à la présidence du gouvernement que par 2 fois, une fois avec Rabin et l'autre fois avec Barak. بالحالتان لم يحصلوا على أغلبية يهودية بمساعدة المواطنين العرب وصلوا إلى الحكم. Et dans les 2 cas, il n'avait pas, pour reprendre un peu la terminologie de Netanyahou, de majorité juive à la Knesset. Dans les 2 cas, ils n'ont pu avoir la majorité que parce qu'ils étaient appuyés par les députés palestiniens. لهذا بدأ من أن يأخذوا موقفا ديمقراطيا مدنيا يرى بكل المواطنين متساويين يتواطؤون مع حزب الليكود. Et ce qui est là le grand paradoxe et qui est une honte aujourd'hui, c'est que ce parti qui est arrivé 2 fois au pouvoir grâce également à la participation et à l'appui des députés palestiniens membres de la Knesset, ce parti aujourd'hui ne sait pas comment faire pour conclure des sortes de petites affaires avec le parti de Netanyahou. وبهذا يضربون إمكانية تغيير الحكم داخل إسرائيل. Et en faisant cela, ils sont en fait en train de faire en sorte que rien ne change au niveau gouvernemental en Israël. رئيس حزب العمل آفي جاباي قال قبل شهر لا يوجد شريك فلسطين. Le dirigeant, le leader du parti travailliste a dit il y a un peu plus de mois, il n'y a pas d'interlocuteur palestinien. قال لا يوجد أي شيء مشترك بينه وبين قائمتنا القائمة المشتركة. Et il n'y a strictement rien de commun entre ma liste, moi le parti travailliste, et la liste unifiée arabe palestinienne. قال يجب إبقاء المستوطنات. Et il a dit il faut maintenir les colonies. ويجب طرد طالبي اللجوء داخل إسرائيل. Et il faut chasser, expulser tous ceux qui demandent l'asile en Israël. مع يسار كهذا من يحتاج إلى يمين. Avec une telle gauche, pourquoi avoir besoin d'une droite? بهذا علينا أن نقوي قائمتنا القائمة المشتركة وأن نبني جسور مع قوى يهودية ديمقراطية حقا. Et c'est pour ça que nous avons annoncé une double démarche, d'une part consolider notre liste, l'élargir, l'ouvrir encore plus, et en même temps jeter des ponts vers des forces israéliennes juives réellement démocratiques. من أجل إجراء التغيير الجذري داخل إسرائيل نحن لوحدنا لا نستطيع ولكن بدوننا لا يمكن. Alors pour arriver à un véritable changement en Israël, nous ne pouvons pas y parvenir seuls, mais il faut qu'ils sachent que personne ne peut y parvenir sans nous non plus. نحن العرب علينا أن نفهم بأننا لوحدنا لا نستطيع وعلى اليهود الديمقراطيين أن يفهموا أنه بدوننا لا يمكن. Alors à nous, les Palestiniens en Israël, de savoir que seuls ne pourront pas changer la situation, mais également aux démocrates juifs israéliens de comprendre que sans nous, ils ne pourront pas changer la situation. لدي الكثير ما أحتاج عليه. J'ai beaucoup de plaintes, beaucoup de réclamations. وربما أبرز شيء هو قانون القومية الذي يريد أن يمرره نتنياهو في هذه الدورة البرلمانية. Et probablement que mon plus grand grief, ma plus grande plainte serait contre ce projet de loi qui est le projet de loi de la nation, le projet de loi de la nationalité que Netanyahou est en train d'essayer de faire passer à la Knesset. هذا القانون يقول بأن إسرائيل هي دولة فقط للشعب اليهودي. Cette loi dit qu'Israël est le pays exclusivement pour le peuple juif. رفضوا إدخال كلمة ديمقراطية أو مساواة إلى هذا القانون. Ils ont refusé d'user du terme démocratie dans ce projet de loi. وهذا قانون أعلى
فوق كل القوانين وكل القوانين تفسر وفق هذا القانون. Et cet article, ce projet de loi, et on est en train de lui donner un peu l'importance de ce qu'on appelle les lois fondamentales, c'est-à-dire une loi qui prédomine toutes les autres lois et auxquelles les autres lois devraient être conformes. ولكنني هنا لست للاحتجاج. Mais je ne suis pas là pour me plaindre ni pour contester. أنا هنا لأقول لكم نحن نريد أن نناضل في وطننا ونريد أن نؤثر. Mais pour vous dire deux choses très simples, nous voulons continuer à nous battre sur notre terre natale, sur notre patrie, et nous voulons également peser sur la réalité. عندما رفعوا نسبة الحسم عندما رفعوا نسبة الحسم توحدنا جميعا ووصلنا إلى 13 مقعد أصبحنا القوة الثالثة. Le fait, par exemple, que Netanyahou ait monté le seuil à partir duquel on pouvait être élu et accéder au Parlement a fait que nous nous sommes regroupés et qu'aujourd'hui, au lieu d'être 5 députés, nous sommes 13. Et donc nous sommes devenus une force consistante. المرة القادمة سنزيد نسبة التصويت وسنعزز من قوتنا. La prochaine fois, nous allons faire en sorte qu'il y ait une mobilisation encore plus grande de participation au scrutin et pour nous renforcer. سنذهب بشجاعة لبناء شراكات مع قوى ديمقراطية يهودية. Nous irons avec courage pour des associations réelles avec des forces démocratiques israéliennes. سنفوت الفرصة على محاولة عزلنا. Et comme ça, nous couperons la route devant toutes les tentatives pour nous isoler. وسنكون مؤثرين أكثر. Et nous pèserons beaucoup plus. شكرا. Thank you. Et merci. Merci Ayman Odeh. Je passe maintenant la parole à Ala Bouassira, qui est diplomate à la mission de Palestine à Paris. Merci René. Monsieur le député, merci beaucoup pour cette intervention qui m'a un peu qui m'a illuminé sur la situation à l'intérieur d'Israël et le combat des Arabes palestiniens en Israël. Pour répondre à la question principale de cette table ronde, ce que veulent les acteurs, permettez-moi de vous parler de ce que veulent les Palestiniens. Tout d'abord, en un seul mot, nous voulons la liberté, tout simplement. Moi, personnellement, je veux pouvoir aller à Gaza, chez moi, voir ma famille, rentrer chez moi sans permission israélienne, sortir de chez moi sans permission israélienne. Ce que veut l'ensemble du peuple palestinien, c'est sa liberté dans un État indépendant, un État souverain sur les frontières de 67, avec Jérusalem-Est comme capitale et un règlement agréé et juste de la question des réfugiés palestiniens selon la résolution de 1994 et l'initiative arabe de paix. Ce que veulent les Israéliens, ou plutôt ce que ne veulent pas les Israéliens aujourd'hui, c'est une souveraineté autre que la souveraineté israélienne entre le Jourdain et la Méditerranée. Ce qu'ils ne veulent pas les Israéliens aujourd'hui, c'est le démantèlement de la colonisation, d'une colonisation acharnée dans le territoire palestinien occupé, y compris à Jérusalem-Est. Ce que ne veulent pas les Israéliens, c'est le retour des réfugiés, même sur le territoire de l'État de Palestine. Netanyahou a très bien résumé cette position récemment. Moins qu'un État et plus qu'une autonomie pour les Palestiniens. C'est cette même position qui a été aussi partagée par ces ministres, plusieurs ministres, le dernier Naftali Bennett, hier ou avant-hier. Ces positions de gouvernement israélien doivent nous alerter tous, nous alarmer tous, car elles signifient la continuation de l'occupation à l'infini par l'annexion pure et simple de territoire palestinien, mais une annexion qui soit encadrée par un soi-disant accord de paix avec les Palestiniens. Depuis 2014, les négociations sont à l'arrêt total entre Palestiniens et Israéliens.
Et c'est suite au refus israélien de libérer le 4e groupe de prisonniers palestiniens détenus en Israël avant 1993, date de la signature des accords d'Oslo. Aujourd'hui, 3 ans après, et pour arriver à une solution, M. Trump est en train d'élaborer ce qu'il appelle le compromis de siècle. Mais le compromis de siècle, nous l'avons fait, Palestiniens, au siècle dernier, quand on a accepté en 1988 la résolution de 242 et le principe de créer un État palestinien dans les frontières de 67 et sur 22% de la Palestine historique. La question qui se pose aujourd'hui, est-ce que l'administration américaine actuelle est bien crédible et bien honnête à jouer ce rôle d'intermédiaire, de honest broker entre les Palestiniens et les Israéliens? Est-ce qu'ils sont capables de trouver ce compromis historique dont ils parlent? Les différentes administrations ont accordé toujours un soutien clair et net à Israël. Obama, le dernier président américain, s'est complètement désengagé de dossiers de processus de paix, en laissant le champ libre à une colonisation complètement acharnée, qui ne laisse plus de la place pour un État palestinien viable et contigu, accordant aussi une impunité énorme et totale à l'État d'Israël pour ces violations de droit international. Aujourd'hui, quant à l'administration américaine actuelle et depuis l'arrivée de Trump, nous avons tous, je crois vous partagez ça avec nous, nous avons des doutes sur ses intentions et sur sa capacité à présenter ce qu'il appelle le compromis de siècle. C'est vrai qu'il a gelé le transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à Jérusalem-Est, mais ce dossier reste toujours sur la table américaine. Aujourd'hui, il existe au Congrès américain 27 projets de loi devant le Congrès pour punir les Palestiniens et leur direction. La dernière décision américaine de fermer aussi le bureau de la représentation palestinienne à Washington donne un mauvais signe sur les intentions américaines contre les Palestiniens et leur direction. En gros, l'administration américaine aujourd'hui est en train de punir le peuple palestinien et sa direction pour avoir utilisé un outil, l'outil le plus pacifique qu'ils ont, c'est de saisir les instances internationales, c'est d'utiliser le droit international pour amener Israël devant la justice pour ses crimes différents et en particulier la colonisation qui est un crime de guerre par le droit international. En procédant ainsi, les États-Unis sont en train de punir la victime au lieu de condamner la colonisation et rendre Israël responsable devant ses responsabilités. C'est pour tout cela que nous mettons sérieusement le rôle et la crédibilité américaine comme un médiateur honnête et nous jugeons que les États-Unis sont en train de se disqualifier complètement pour jouer le rôle de médiateur. L'espoir que Trump puisse avancer ou proposer un accord de paix équilibré et juste est très très faible et mise sérieusement en question par l'ensemble de la population palestinienne et la direction palestinienne aussi. Et c'est à partir de ce sentiment général que nous, Palestiniens, nous nous sommes engagés dans le processus de la réconciliation interpalestinienne. Nous entamons aujourd'hui un nouveau partenariat politique, un partenariat qui s'adresse au peuple palestinien, à ses besoins, mais aussi il s'adresse à renforcer le front interne palestinien pour faire face à l'occupation et à la colonisation. Je vais aborder les quelques facteurs peut-être qui ont contribué à faciliter cet accord de réconciliation.
Le premier facteur et le plus important, c'est la pression de la rue palestinienne, qui constate l'absence de toute perspective politique pour arriver à une solution. Une population qui vit quotidiennement inhumainement. Elle subit la politique israélienne de punition collective, de blocus de la bande de Gaza, de colonisation, de checkpoints, d'expropriation des terres et de démolition des maisons. Quant à la bande de Gaza, ça fait 10 ans qu'un blocus israélien inhumain est imposé sur 2 millions d'habitants de la bande de Gaza, rendant leur vie tout simplement en un cauchemar impossible, où les conditions essentielles d'une vie digne sont absentes. J'étais dans la bande de Gaza récemment, au mois de mars et au mois d'avril dernier. Et à ma grande surprise, Gazaoui, briefé tous les jours par ma famille sur la situation, je ne me rendais pas compte de la gravité de la situation à Gaza. Aujourd'hui, les habitants de la bande de Gaza, les 2 millions d'habitants, profitent par exemple de 3 à 4 heures maximum d'électricité par jour. L'eau potable, elle est inexistante. Toute la bande de Gaza est privée de l'eau potable car la nappe phréatique est complètement infiltrée par l'eau de mer, en l'absence aussi des stations de dessalement de l'eau de mer. L'eau est tout simplement impotable. Le chômage à Gaza dépasse 40% parmi la population active, 70% parmi les jeunes. Aujourd'hui, à Gaza, 80% de la population gazaoui vit sur l'aide internationale, dépend de l'aide internationale. L'économie est complètement anéantie. Le secteur de l'éducation et de la santé sont complètement détruits. Ça, c'était un facteur, le premier facteur, et à mon avis, est le plus important qui a joué dans ce rapprochement entre le Fatah et le Hamas et aller vers la réconciliation. Le deuxième facteur, je crois, c'est la relation entre le Hamas et le Fatah. Malgré le financement par l'autorité palestinienne de l'administration civile à Gaza, notamment dans les 2 secteurs de l'éducation et de la santé, le Hamas a montré son incapacité et son échec total à gérer le quotidien à Gaza et à répondre aux besoins de la population. Le troisième facteur, c'est le changement interne au sein de Hamas. Aujourd'hui, il y a une nouvelle direction de Hamas qui vient de terrain, qui n'a pas vécu à l'étranger, et qui vient de terrain et qui vit le quotidien. Elle est plus sensible, à mon avis, au terrain qu'aux alliances régionales. Elle a moins d'alliances régionales. Le quatrième facteur est lié aussi au troisième, c'est le soutien, l'affaiblissement de soutien financier accordé au Hamas, particulièrement par le Qatar et par la Syrie, suite à la crise syrienne et suite à la récente crise de Golfe. Dernier facteur, on peut identifier aussi fortement la pression égyptienne, la pression insistante de la part de l'Égypte sur le Hamas pour conclure un accord de réconciliation avec le Fatah. C'est pour tout cela qu'on s'est tourné, Palestiniens ensemble, vers ce partenariat national. Dans le cadre d'un partenariat clair et engageant pour toutes les organisations palestiniennes, avec un rôle égyptien, certes, très primordial en tant que garant de cet accord. Cet accord, de quoi il s'agit? L'accord stipule le retour du gouvernement de l'autorité palestinienne à exercer pleinement ses prérogatives dans la bande de Gaza. Et la préparation des élections présidentielles et législatives de l'autorité palestinienne, ainsi que l'élection d'un nouveau conseil national de l'organisation de l'OLP, dans lequel toutes les forces politiques palestiniennes seront représentées.
Et en vertu de cet accord, conclu au mois d'octobre dernier, le gouvernement palestinien doit exercer pleinement ses prérogatives dans la bande de Gaza le 1er décembre, la semaine prochaine, après avoir repris le contrôle du point de passage de Rafah. L'importance de cet accord de réconciliation, c'est que son apport sur le terrain, son apport sur le peuple. Qu'est-ce qu'attendent les peuples dans la bande de Gaza, la population? Ils attendent tout simplement les conditions basiques d'une vie quotidienne digne, de l'électricité, de l'eau, de l'emploi, la reconstruction de la bande de Gaza, une économie qui marche et surtout la réouverture de point de passage de Rafah qui est fermé depuis longtemps aujourd'hui. Maintenant, je reviens à la question principale de ce colloque. Que peut faire la France? Que pouvons-nous tous faire ensemble face à cette réalité désespérante? Et c'est très important de rappeler le rôle historique de la France dans l'histoire récente du conflit israélo-palestinien, ou de la question palestinienne. C'est important de rappeler la France pionnière et courageuse en 1981, qui était à l'initiative de la déclaration de Venise de la Communauté européenne, qui reconnaissait pour la première fois le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination. Je rappelle la France qui a voté en faveur de l'adhésion de l'État de Palestine en tant qu'État membre à part entière à l'UNESCO en 2011. Je rappelle la France qui a voté en faveur de l'adhésion de la Palestine en tant qu'État observateur non membre des Nations Unies en 2012. Et enfin, je rappelle la France qui a pris l'initiative l'année dernière, au milieu d'un blocage politique, pour organiser une conférence internationale pour la paix et pour préserver la solution de deux États. C'était l'objectif principal de cette initiative française, préserver la solution de deux États. Aujourd'hui, il y a une division en fait. Est-ce qu'on est pour la solution de deux États? Est-ce qu'elle est toujours pertinente, cette solution, ou c'est mieux de déjà entamer une lutte pour un seul État démocratique et laïque? Posons la question aujourd'hui à beaucoup de Palestiniens. Je crois que nous sommes personnellement favorables à la solution de deux États. Beaucoup pensent à la solution d'un État qui est la plus pertinente. Mais moi, je parle de droit, je parle de notre droit en tant que peuple, de notre droit à la souveraineté, de notre droit à décider aussi son destin. Uniquement un État palestinien à côté d'Israël me donnerait cette liberté de choix. C'est à l'État de Palestine, un État souverain et indépendant, de décider ses relations avec ses voisins, y compris Israël, y compris la Jordanie. C'est à l'État indépendant de la Palestine de décider ses relations et la nature de ce voisinage avec les pays à côté. Aujourd'hui, pour préserver, revenons à la question principale, pour préserver la solution de deux États, il faut reconnaître les deux États. On ne va pas les mettre à pied d'égalité en reconnaissant l'État palestinien. Beaucoup disent, mais si on reconnaît l'État de Palestine, vous ne seriez pas à pied d'égalité. Certes, on ne serait pas à pied d'égalité. Un peuple civil contre une puissance nucléaire ne sont pas à pied d'égalité. Mais ça va aider les efforts de la paix pour s'engager dans un vrai processus de négociation. La reconnaissance est impérative, à mon avis, en ce moment-là, pour envoyer un message clair à Israël. Les pressions sur Israël, que ce soit bilatéralement de la part des États ou que ce soit de l'Union européenne, vous avez beaucoup de moyens et des outils à utiliser pour mettre cette pression sur Israël. L'étiquetage, les normes sur l'étiquetage des produits des colonies, et beaucoup d'autres moyens. Je reviens et je conclus par la réconciliation. Elle est en bonne marche. Et là,
il est confronté à énormément d'obstacles. Et pour qu'on puisse surmonter ces obstacles, il nous faut un soutien et politique, et financier et économique international pour qu'il tienne. Et il sera une première étape dans la reprise des vraies négociations avec l'OP. Aujourd'hui, Israël n'a plus de prétexte pour fuir ses responsabilités et s'engager dans un processus sérieux pour mettre fin à son occupation et son projet colonial. La communauté internationale, elle non plus, n'a plus de prétexte pour fuir ses responsabilités morales et politiques envers le peuple palestinien et envers sa souffrance depuis 70 ans. Il est temps d'avoir le courage d'agir avec responsabilité, car nous n'avons plus le temps à perdre. Je vous remercie. Merci. Nous sommes pressés par le temps. Je passe immédiatement la parole à Daniel Sheikh, qui est le orateur suivant. Merci René, merci d'être venu écouter. Je dois être franc. Nombre de mes amis, français et autres, m'ont déconseillé de venir participer à ce colloque. Pour des raisons que je vous laisse imaginer. Mais moi, j'ai toujours suivi un des conseils sages que m'a donné mon père, qui était diplomate lui aussi et qui est malheureusement décédé à un très jeune âge. Il a dit très simplement la chaise vide ne porte qu'un message vide. Et donc, laisser une chaise vide n'a pas un sens énorme si tu penses que tu as quelque chose à dire. Et je pense que j'ai des choses à dire. Quitte à devoir, avant mon propos, subir un certain nombre de raccourcis, d'approximations, voire des calomnies tout court par rapport à mon pays, sur lesquelles je ne vais pas perdre trop de temps maintenant. Ce n'est pas franchement utile. Je vais toutefois faire 3 remarques. La première, c'est que si, par exemple, comme ça a été présenté au début de nos débats ce matin, on réunit un panel pour dresser un état des lieux, en quelque sorte les prémices du problème, et je ne parle que du côté israélien, on invite que Amir Arras et Haga Elad, que par ailleurs tous les deux, pour lesquels j'ai le plus grand respect, mais qui eux-mêmes vont sans doute reconnaître que même dans un jour où ils sont particulièrement populaires, ils ne représentent que 2 ou 3% de la population juive d'Israël, et que l'on dise après qu'ils sont capables, ou que vous êtes capables, de sortir de ce colloque avec un état des lieux complet de la situation, je pense qu'il y a un certain degré de mauvaise foi derrière. De la même manière, de poser la question « Que veulent les acteurs ?» et d'inviter Ayman Odeh, pour lequel j'ai la plus grande admiration, honnêtement, un des hommes politiques nouveaux les plus importants de la scène politique israélienne, mais de l'inviter lui et un autre vieil ami, le professeur Sternel, et votre humble serviteur, nous tous, ce que nous faisons, ce n'est pas ni de loin ni de près de représenter les acteurs israéliens. Chacun de sa manière, nous cherchons à les remplacer de manière démocratique, pas de les représenter. Donc là aussi, est-ce que nous sommes véritablement les bonnes personnes pour poser cette question? Et cela va plus loin, parce que on a l'impression que ce cercle des amis de la paix n'ose pas confronter les autres idées, alors que, honnêtement, nous convaincre les uns les autres que nous sommes contre l'occupation, ce n'est pas franchement un grand challenge. Et c'est ma deuxième remarque. On peut se demander si le fait de se réunir régulièrement comme ça entre amis de la paix et ennemis de l'occupation, parce que je suppose que ce n'est même pas la peine de poser la question, je suppose qu'il n'y a pas une personne dans cette salle
qui pensent que l'occupation c'est quelque chose de bien ou qui seraient opposés à un accord de paix consenti par les Israéliens et les Palestiniens. Donc je suppose qu'il y a une certaine uniformité dans la salle sur cette question. Donc on peut se demander, est-ce que ça a un vrai sens de se réunir régulièrement comme ça pour, comme certains l'ont dit très justement, lamenter le manque de progrès ou voire le recul dans la réalité. Car il faut, à mon avis, pour pouvoir sortir un peu de ce débat opaque, essayer de sortir un peu aussi des idées reçues et des sentiers battus. Il ne faut pas avoir peur de regarder devant soi et de voir ce qui a changé et se poser la légitime question, est-ce que ce que nous avons fait, nous qui, avec des variantes différentes, nous définissons comme le camp de la paix, et les variantes sont énormes, évidemment, est-ce que ça a été utile d'une manière ou d'une autre? Et troisièmement, si, comme certains le disent, y compris quelques-uns de nos intervenants ce matin, si, à leurs yeux, il n'y a pas une véritable différence entre la droite et la gauche en Israël, et que Avi Gabay et Naftali Bennett se valent, et que Oslo, c'est à peu près la même chose que le plan de transfert. Si il n'y a aucune nuance, je pose une simple question. Que proposez-vous faire? Allons-nous attendre que mon ami Ayman Odeh devienne Premier ministre de l'État d'Israël? Allons-nous attendre une intervention musclée de la communauté internationale, comme nous le faisons, ou certains le font, depuis des années? J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Comme disent les Américains, don't hold your breath. Ce n'est pas pour demain. Au contraire, le désintérêt pour ce qui se passe entre Israël et les Palestiniens grandit à vue d'œil, y compris d'ailleurs dans le monde arabe. Ce n'est pas que je pense que ce soit une bonne chose, mais c'est une réalité. Et voilà, le mot est dit. L'acteur le plus important sur cette question, c'est la réalité. Je suis un homme pratique. Et moi, c'est-à-dire, je ne sais pas exactement quel doit être mon rôle ici, mais ce n'est certainement pas de parler au nom du gouvernement actuel israélien et de vous présenter ce que cet acteur, qui est l'acteur, on ne peut rien faire, c'est l'acteur qui a été élu en Israël. Je ne peux pas, c'est-à-dire même les choses que j'ai entendues tout à l'heure ne vont pas me pousser jusqu'à défendre Benjamin Netanyahou. Il y a des limites à tout. Je m'oppose pas moins que d'aucuns dans cette salle à l'occupation. Je suis dégoûté en tant qu'Israélien du concept même des implantations, pour peut-être pas exactement pour les mêmes raisons que les autres intervenants, mais avec la même véhémence, je vous l'assure. Et je suis un soutien infaillible de la solution de deux États. Je pense très simplement qu'il n'y a pas un véritable ami de la paix qui dise le contraire. Ce n'est pas possible. L'histoire nous le montre. On ne peut pas forcer deux peuples qui se haïssent depuis des décennies, peut-être des siècles, à vivre ensemble dans une démocratie et de s'aimer et de s'adorer et que tout aille bien. Ce n'est pas possible. Mais moi, ce que je cherche, ce sont des failles dans ce mur d'impossibilité d'avancer. Ce qu'on a le sentiment décourageant de voir depuis de longues années. Il faut innover. Et il faut innover en vue d'une réalité qui est en train de changer, notamment en Europe et notamment, encore plus notamment peut-être, au Proche-Orient.
Pour la communauté internationale, c'est une question qui est posée parce que cela inclut la France, peut-être plus que d'autres. Le vrai challenge aujourd'hui, c'est de surmonter le manque de motivation qu'ont les leaderships de part et d'autre du côté israélien et palestinien pour avancer. Ne pas se laisser impressionner par le manque de volonté et d'aller de l'avant pour ne pas leur forcer un accord. La communauté internationale ne peut pas vouloir la paix plus que les protagonistes. Ça ne marchera pas. Mais de trouver le moyen de leur rendre possible, peut-être même souhaitable, de se remettre à la table de négociation. Je pense, par ailleurs, que les peuples et les opinions publiques sont, dans ce sens, bien plus mûrs que les leaders. Et que c'est d'ailleurs un phénomène qui dure déjà depuis pas mal de temps. Et il faut aussi se dire que si, l'année prochaine, en 2018, nous n'allons fêter que le 70e anniversaire d'un seul État, l'État d'Israël et pas de l'État de Palestine, la responsabilité pour ce manquement repose sur les deux parties. Les deux parties ont fait des erreurs graves, historiques, tout au long de ce conflit, et ça n'a aucun sens de se retourner sans arrêt pour montrer du doigt, toi tu es plus coupable que moi, lui est plus coupable que l'autre. C'est très bien de le faire si on cherche à des études savantes, etc., écrire des livres, tout ça, c'est très bien. Mais ça n'a aucun sens pratique. Ce qu'il faut, c'est regarder la réalité, je répète ce mot fâcheux, la réalité, et d'essayer de trouver des idées. Et je vais en mettre une seule sur la table. Ça fait quelques années que je milite dans une organisation israélienne qui s'appelle the Israel Peace Initiative, IPI. Ce n'est pas un mot anodin parce que cela est le versant contraire du API, the Arab Peace Initiative. En gros, c'est une organisation entièrement société civile, sans aucune attache partisane, qui veut promouvoir un accord avec des dimensions régionales, c'est-à-dire un accord basé sur les deux États, mais dans un contexte régional, comme le veut d'ailleurs l'initiative de paix arabe. Aujourd'hui, je sais, c'est très à la mode ce sujet. Même Donald Trump, pour avancer le processus de paix israélo-palestinien, a commencé son premier périple à Riyad. Et moi, croyez-moi, je ne suis pas un grand fan de Donald Trump, mais il faut dire que la seule le seul mouvement qu'on peut ressentir sur cette scène vide d'acteurs motivés pour essayer d'avancer la paix, c'est quand même l'administration Trump. Et le seul sujet peut-être sur lequel il y a une certaine suite dans leurs idées, c'est le dossier proche-oriental. Donc il y a un certain mouvement. Et pour revenir à la question de la France, je pense que la France doit le soutenir, doit trouver un rôle complémentaire, pas concurrentiel. Ça n'a aucun sens d'avoir des initiatives concurrentes. Il faut essayer de miser sur le cheval qui a le plus de chances de marcher. Qu'est-ce qu'elle a comme base? Et je vais m'arrêter après cela. Cette initiative de paix israélienne, elle dit d'abord, il faut questionner les trois prémices historiques de la négociation israélo-palestinienne. La première, c'était qu'Israël voulait toujours un processus bilatéral purement, Israël-Palestine seulement. Deuxième prémisse, c'était que les seuls acteurs extérieurs que nous allons accepter sont les États-Unis. Et le troisième principe, c'était de dire rien n'est conclu jusqu'au moment où tout est conclu. Et moi, je pense qu'il faut, sur ces trois prémices, proposer des alternatives. Parce qu'on peut, loin de moi de contester le bon sens d'Oslo, et je pense qu'Oslo a contribué des choses à la réalité des Palestiniens et des Israéliens et à leur futur, mais si on a essayé 3 ou 4 fois le même système
et qu'on est arrivé au même mur à peu près au même moment, c'est que peut-être on peut se poser des questions et essayer autre chose. Et je pense que proposer un concept, un format de négociation avec deux courants, je ne dis pas parallèles parce qu'ils doivent se toucher. Un israélo-palestinien, un autre entre Israël et des pays de la région qui en sont capables et qui le souhaitent. Et, je reviens à la réalité, sacrée réalité, il se trouve qu'aujourd'hui, il y a tout un nombre de pays comme ça qui sont disposés à jouer un rôle pour essayer de résoudre globalement, de manière régionale, notre conflit. Donc avoir deux courants de négociation qui s'alimentent et qui soulagent. Le rôle de la région, c'est de soulager à la fois les craintes des Israéliens et les craintes des Palestiniens. Et si nous avions jusqu'à demain matin, je vous aurais expliqué comment. Mais nous avons 3 minutes avant que je doive céder la parole. Très important de dire, l'accord régional n'est pas là pour faire, pour sauter cette étape palestinienne. Non, je sais, il y a des personnalités politiques israéliennes qui pensent qu'elles peuvent laisser de côté la question palestinienne et aller droit à faire la paix avec Mohammed Ben Salman et avec tel ou tel émir. Je ne pense pas d'abord que ce soit réaliste, et surtout, en tant qu'Israélien, je ne pense pas que ce soit utile. Pour nous, Israéliens, il est très important d'ouvrir les portes de la région. Je crois que ça va faire le plus grand bien à la fois à la région et à Israël, mais il est vital que nous trouvions un moyen de nous séparer des Palestiniens. Et le seul moyen de nous séparer des Palestiniens, c'est la solution à 2 États, car de la même manière que je suis convaincu que le peuple juif, qu'il y ait eu la Shoah ou pas, qu'il n'y ait pas eu la Shoah, que le peuple juif a le droit fondamental de l'autodétermination comme tous les autres peuples, de la même manière, je suis convaincu que le peuple palestinien a le même droit. Donc il faut absolument résoudre cette question, mais on peut la faire dans un contexte régional. Cela peut sembler, dans l'atmosphère déprimée généralisée de cette salle, comme un peu lointain, comme rêve, mais contrairement à Amir Haas, qui a promis de contribuer son petit quelque chose à la dépression généralisée de la salle, elle l'a dit clairement, moi, je pense plutôt qu'il faut chercher toujours le petit rayon de soleil et d'espoir. Et je pense que même aujourd'hui, où les choses vont très mal dans mon pays, pour des raisons multiples, que mes amis Chagai et Amira et Ayman et sans doute Zev Sternel dans un moment, n'ont touché qu'à quelques-uns. Cela va très mal. Mais il faut chercher un rayon de soleil, un rayon d'espoir, pour que nos efforts aient un sens et pour que nous ne nous contentions pas uniquement à nous réunir régulièrement en France, en Allemagne, à Ramallah, à Jérusalem et ailleurs pour lamenter du manque d'espoir qui existe. Moi, je suis né dans ce pays, mes enfants sont nés dans ce pays, mes petits-enfants vont naître dans ce pays et je veux qu'ils puissent vivre dans un pays équitable, qui vit dans la justice, dans le respect des droits de l'homme, et c'est pour ça que je suis là pour combattre, pas simplement pour lamenter. Merci. Merci. La parole est à Zev Sternel. Tu as un quart d'heure. Voilà. Merci. À cette heure tardive, je vous ferai grâce du matériel que j'ai préparé. Je voudrais ramener les questions dont nous discutons à un principe fondamental, aussi simple que possible. Et le principe fondamental, c'est que
la solution des deux États, mettre fin au conflit si l'on veut, cela est possible, mais à une condition, c'est que les deux côtés, les Palestiniens et les Israéliens, acceptent le principe de l'irréversibilité de la situation acquise à l'issue de la guerre d'indépendance, notre guerre d'indépendance, la Nakba palestinienne, le désastre palestinien. De quel côté qu'on le regarde, 48-49, c'est à la fois le point d'arrivée et le point de départ pour la suite. La situation créée en 1948-49 est irréversible. Elle doit être irréversible. Ce qui n'est accepté ni par les Palestiniens ni par la droite israélienne. Et je vous fais remarquer à nous tous que quand on parle des Israéliens, les Israéliens veulent ceci, les Israéliens veulent cela, ils ne veulent pas de ceci ni de cela, c'est comme ce qu'on disait les Français. Ils veulent ceci, ils veulent cela, et les Français, nous savons qu'ils sont très différents les uns des autres, qu'ils veulent beaucoup de choses qui ne sont pas conformes les unes aux autres, et que la droite extrême, la droite moins extrême, la gauche insoumise ou la gauche conformiste ou quoi que ce soit, toutes ces tendances, toutes ces mentalités veulent des choses très différentes. Chez nous, c'est pareil. Et malheureusement, en démocratie, et nous sommes encore une démocratie un peu chancelante, une démocratie qui laisse encore et qui laissera peut-être demain à désirer, mais c'est quand même une démocratie où on vote, où on va mettre un bulletin dans une urne. Alors, ces élections qui viennent, les élections prochaines ne sont pas très éloignées. Ces élections, il faut les gagner. Donc il faut convaincre une majorité qu'il y a quelque chose dont nous sommes capables et dont les Palestiniens sont capables en même temps. Accepter l'idée que la situation créée en 1949 est irréversible signifie quoi? Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Nous sommes dans un pays qui n'a pas de constitution. Nous sommes un pays de tradition britannique. Nous sommes un pays de mandat britannique, ancien pays de mandat britannique. La Grande-Bretagne, comme tout le monde le sait, n'a pas de constitution écrite. Elle a des règles. Il y a des choses qu'un gentleman fait et des choses qu'un gentleman ne fait pas. Mais qu'arrive-t-il quand au pouvoir arrivent des gens qui ne sont pas des gentlemen? Et c'est ce qui arrive aujourd'hui chez nous. Un pays, nous avons des structures politiques et juridiques extrêmement vulnérables. Parce que les fondateurs en 48-49 n'imaginaient pas qu'ils pourraient voir un jour un ministre de la Justice, ou une ministre, pardon, de la Justice, et un ministre de l'Éducation nationale qui ferait ce qui se passe aujourd'hui chez nous. L'État créé en 48-49 a été fondé sur deux gros succès. D'une part, l'accession des Juifs à la souveraineté, à la liberté. Cette accession s'est faite dans le cadre d'un État
qui a hérité de ces structures britanniques et qui avait des frontières. La ligne verte de 1949, celle qu'on appelle communément les frontières de 67, c'est-à-dire les lignes de cessez-le-feu de 1949, étaient devenues des frontières de fait, des frontières de fait. Ces frontières, il faut les accepter. Elles sont le produit de cette guerre d'indépendance. Elles auraient pu être autres. D'ailleurs, comme tout le monde le sait, ici, je pense, la Palestine n'a jamais eu de frontières politiques. Jamais. Des frontières historiques qui variaient d'une part et d'autre. Quand le mouvement sioniste a présenté sa carte de revendication à la conférence de la paix de Paris à l'issue de la Première Guerre mondiale, qu'est-ce qu'elle a montré? Elle a montré sa carte, qui était une carte légitime comme n'importe quelle autre carte. La frontière nord était sur le Litanie, la frontière qui est aujourd'hui au sud du Liban. Elle allait vers l'est, jusqu'au plateau du Golan, descendait dans le sud vers le golfe d'Aqaba, en passant le long de la ligne du chemin de fer du Hijaz, c'est-à-dire le chemin de fer turc qui passe aujourd'hui, je crois, dans la banlieue d'Amman. Pourquoi pas? Ensuite, ces frontières ont été changées d'abord parce qu'il y a eu l'accord, le fameux accord Sykes-Picot. M. Sykes du Foreign Office, M. Picot du Quai d'Orsay ont discuté le coup et ils ont mis les frontières là où elles sont aujourd'hui, plus ou moins. Dans le sud, il y avait une frontière, la frontière avec l'Égypte, une frontière qui date du début du XXe siècle, pas plus, parce que la Grande-Bretagne voulait couvrir le canal de Suez. Elle avait besoin du Sinaï, que le Sinaï appartienne à l'Égypte et non pas à la Palestine. La Palestine aurait pu, le Sinaï aurait pu très bien appartenir à la Palestine. Bref, nous avons en 1949 des frontières et nous avons un État. Nous avons un État et nous avons le concept de citoyen. Avec la naissance de l'État, naît le concept de citoyen. Pour la première fois, le juif n'est plus seulement défini par sa culture, sa religion, son histoire, il est défini par son appartenance à un État, parce qu'il est citoyen d'un État. C'est la raison, c'est la base de l'égalité juridique et politique des Juifs et des Arabes dans le cadre de l'État d'Israël. Ayman Oda et moi, nous sommes citoyens, et Daniel Sheikh, évidemment, nous sommes citoyens du même État, de la même carte d'identité, le même passeport, et nous jouissons d'une même égalité. Il paraît qu'il reste 5 minutes, mais je ne suis même pas au début de ce que je voulais dire. Nous sommes citoyens d'un même État et nous voulons rester citoyens d'un même État. Et nous voulons que la communauté arabe jouisse non seulement des droits juridiques et politiques égaux, mais que ce soit une communauté qui parvienne au niveau de l'égalité économique et sociale. Elle est en bonne route, je crois. Je crois qu'elle est en bonne route. On pourrait faire beaucoup mieux, mais ce n'est pas si mal que ça. Mais du côté palestinien, mes chers amis palestiniens ici, accepter le principe de l'irréversibilité de la situation créée en 1949 signifie l'abandon de la revendication majeure du droit de retour, c'est-à-dire le retour des réfugiés palestiniens. Le principe 49, ça veut dire que les Juifs ne vont pas au-delà de ces frontières, ne vont pas au-delà de la ligne verte vers l'Est, et les Palestiniens ne reviennent pas en deçà de ces limites, c'est-à-dire ne reviennent pas en ce qui constitue aujourd'hui l'État d'Israël.
Il n'est pas possible, il n'y a aucun moyen, rien ne peut faire revenir aujourd'hui les réfugiés palestiniens. On peut, je pense qu'on doit reconnaître notre part de responsabilité dans la création du problème des réfugiés. Et nous pouvons et nous devons accepter quelques dizaines de milliers de réfugiés, des réunions des familles qui reviennent symboliquement en Israël. Nous ne pouvons pas faire plus. C'est la véritable pierre d'achoppement, mes chers amis. Si demain, un leader palestinien en était capable, et je crois que c'était le grand échec d'Arafat. Arafat aurait dû aller dans les camps de réfugiés et dire « Mes frères et mes sœurs, c'est fini. Les clés des maisons que vous gardez, gardez-les, transmettez-les à vos enfants, vos petits-enfants, mais ces maisons, vous n'y pourrez jamais y revenir. » Et nous devons dire à nos colons, ceux qui y sont, parce qu'ils sont allés tout seuls, ceux qui ont été envoyés, ça n'a pas tellement d'importance. Les problèmes juridiques ne sont pas tellement importants. La terre palestinienne sur laquelle sont installées les colonies israéliennes a été volée juridiquement ou pas juridiquement, avec des juges à côté ou pas de juges à côté. Je m'en fous totalement. Et toute cette question de savoir si c'est légal ou ce n'est pas légal, ça ne m'intéresse pas. La question de savoir si c'est légitime. Si c'est légitime. Et ce n'est pas légitime. Et c'est la grande différence. Ce que nous disons à la droite israélienne. Ce qui était bon et juste avant 1949, parce que c'était nécessaire, parce que les Juifs avaient besoin d'un toit. Il n'y avait pas de peuple au XXe siècle qui avait davantage, peut-être les Arméniens, qui avaient davantage besoin d'un toit au-dessus de sa tête que nous. Nous avons construit notre maison. 1% de la population meurt en 48-49. C'est presque les dimensions de la Première Guerre mondiale. C'est énorme. 1% de la population. Nous avons cet État, nous l'avons créé, nous l'avons gagné. Nous en avions besoin. Et la colonisation de la Galilée était légitime, elle était juste parce que c'était une nécessité existentielle. Pardon, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas des territoires occupés en 1967. Aucune colonie n'est juste parce qu'elle n'est pas légitime. Elle n'est pas légitime parce qu'elle n'est pas nécessaire. Tous les objectifs du sionisme ont été atteints dans les frontières de 48-49. Tous. Les territoires occupés en 1967 l'ont été, en fait, ils l'ont été par hasard. Personne ne s'y préparait, personne ne s'y attendait. C'est arrivé, mais ce n'est pas la question. Aujourd'hui, nous y sommes depuis plus de 50 ans. Mettre fin à la colonisation à 100% n'est pas possible. Mais évacuer une grande partie des colonies, enfin toutes celles qui ne sont pas sur la ligne verte, ça, c'est possible, c'est faisable. Mais pour cela, il faut pouvoir convaincre nos concitoyens que nous avons de l'autre côté ce qui s'appelle chez nous un partenaire. Et le partenaire, et les Palestiniens deviennent un partenaire pour les Israéliens, de gauche, de droite et du centre, tous, le jour où ils acceptent le principe
que la situation créée en 1949 est une situation irréversible. Seulement sur cette base-là, on peut vraiment avancer. Tout le reste, les grandes puissances, les Européens, la France, les États-Unis, évidemment, vous savez, soyons honnêtes, qui ça intéresse vraiment que les Juifs et les Arabes se tabassent? Qui? Nos grands amis, nouveaux grands amis, la grande démocratie saoudienne? Peut-être. L'Égypte, avec qui nous avons des rapports excellents, évidemment, après le coup d'État militaire. Qui? Avec qui? Alors, tout cela, y compris l'Arabie saoudite, y compris l'Égypte, et tout ce qui reste au Proche-Orient, les Palestiniens ne les intéressent pas. Les seuls qui sont intéressés par les Palestiniens, le sort des Palestiniens, parce que c'est notre sort à nous aussi, c'est nous, ce sont les Israéliens, pas de droite. La droite israélienne, elle est capable de tout, il ne faut pas l'oublier, elle est capable de tout quand ça concerne vraiment les Palestiniens. C'est pour cela que, si vous voulez, la seule véritable possibilité, c'est celle dont je viens parler. Se faire une raison et se dire que ce qui a été fait en 1949, c'est fait, et c'est fait pour toujours, autant que le terme « toujours » puisse s'appliquer à l'histoire. Merci. Merci. Aidez beaucoup. Comme vous l'avez compris, on n'aura pas le temps de passer à un dialogue et à des questions. Je vous propose de rapporter vos questions et de les faire entendre à la fin de la 3e session tout à l'heure dans l'après-midi. Merci de votre patience et à tout à l'heure.